La Facture, émission numéro 373. Aujourd'hui, pénalisé pour avoir utilisé les transports en commun. Moi, je me fais donner une contravention parce que, justement, j'utilise ma voiture le moins possible. Aussi, sa console de jeux vidéo à 400 $ est loin d'être à la hauteur. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Vous avez sûrement entendu nos politiciens et surtout nos élus municipaux nous inciter fortement à utiliser les transports en commun. Mais comment peut-on, du même souffle, suggérer aux citoyens de laisser leur voiture à la maison et leur coller une contravention s'ils le font? Dans les anciennes limites de la Ville de Montréal, il est interdit de laisser sa voiture au même endroit plus de 24 heures, même si le stationnement est permis dans cette rue. Vous allez le voir, le règlement n'est pas dénué de fondement. Mais est-il appliqué de façon raisonnable? Sébastien Tardif, un résident du plateau Mont-Royal, est un Montréalais modèle. Moi, je travaille au centre-ville. Puis le matin, je prends le métro et l'autobus. Donc, je laisse mon auto sur le côté pour le temps que je travaille. Et ça m'arrive seulement d'apprendre la fin de semaine la plupart du temps pour faire mes commissions ou justement d'avoir des amis. Lorsqu'il utilise les transports en commun, il faut bien qu'il laisse sa voiture stationnée quelque part. Il arrive donc qu'elle reste au même endroit plusieurs jours d'affilée. En décembre dernier, alors qu'il revient du travail, il trouve une contravention de 42 $ sur son pare-brise. Pourtant, aucun panneau n'interdit le stationnement. Où elle était, votre voiture? Juste ici de l'autre côté de la rue, là, où est présentement la voiture blanche. Là. Martine Plante, elle, habite à Huntsic, dans le nord de Montréal. Je travaille pas tous les jours, je suis à peu près 2 à 3 jours par semaine. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser ma voiture aussi souvent. Puis, j'essaie d'utiliser ma voiture le moins possible, finalement. Elle aussi, paf, 42 $. Où elle était, votre voiture, quand vous avez reçu cette contravention-là? J'étais juste sur l'autre côté, en face de chez moi. Depuis combien de temps vous étiez là, à peu près? 26 heures, à peu près. Là, j'ai regardé pour quelle raison j'avais une contravention. Et c'était écrit que j'avais stationné ma voiture plus de 24 heures sur un chemin ou un endroit public. Alors là, je pensais que c'était une blague. Mais non, ce n'est pas une blague, c'est le règlement C4.1, article 31, alinéa 1, qui n'est affiché nulle part. Puis j'ai même le guide du citoyen qui est remis aux citoyens là, de l'arrondissement Huntsic-Cartierville. Puis j'ai regardé les règlements de stationnement. Il n'y a nulle part où c'est écrit que les résidents doivent déplacer leur voiture aux 24 heures. Nulle part? Nulle part. Je l'ai toute lue, du début à la fin. Le fait de ne pas être au courant des règlements n'empêche pas son application. Là, un citoyen devrait être au courant des règlements. Le but de ce règlement est d'éviter que les citoyens remisent à long terme leur auto sur la voie publique. Serge Godin est responsable de l'application de ce règlement. Ce règlement-là il existe pour la qualité de vie des citoyens pour permettre qu'ils puissent avoir l'utilisation de leur espace de stationnement sur leur rue. On est dans un contexte où l'environnement est super important. On nous donne des contraventions si on fait tourner nos moteurs plus de 3 minutes. On nous dit de prendre le transport en commun pour éviter d'utiliser les voitures, puis tout ça. Puis là, moi, je me fais donner une contravention parce que, justement, j'utilise ma voiture le moins possible. Ça n'a aucun sens. Martine Plante a les mêmes préoccupations écologiques que son maire Gérald Tremblay. L'île de Montréal, plus particulièrement, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est 38 % viennent des automobilistes. Ça a des conséquences directes sur la santé de notre population. Quand le maire Tremblay, par exemple, nous dit laissez votre voiture à la maison, prenez les transports en commun. L'optique est bonne, mais on ne dit pas de la laisser là 2-3 jours. Là. On la laisse là la période de temps qui est requise. Là. Mais ça ne devrait pas être plus de 24 heures. Imaginez le jeu de chaises musicales si tous ceux qui laissent leur voiture chez eux devaient la déplacer chaque jour pour éviter de recevoir un constat. Mais comme ce règlement ne figure sur aucune pancarte, peu de Montréalais le connaissent. D'ailleurs, la Ville l'applique uniquement lorsqu'elle reçoit une plainte d'un citoyen. C'est peut-être le propriétaire du garage en face qui prenait un petit parking temporaire pour ses taxis.
Celui qui s'est plaint est effectivement le propriétaire de l'atelier de mécanique d'en face, Claude Brien. C'est qu'il vient à un moment donné, oui, ça joue un petit peu sur nos nerfs, parce que c'est toujours le même véhicule là, qui se trouve là. Mais est-ce que dans le fond, vous, c'est pas parce que vous voulez toutes ces places-là pour vous, là, pour vos autos à vous, pour votre garage? Non. J'ai pas besoin carrément de toutes ces places-là pour les autos dans le garage. Sauf que quand il vient genre de clientèle, qu'il y ait un peu aussi d'emplacement pour se stationner. On peut comprendre, à la limite, qu'un commerçant se plaigne d'une auto stationnée trop longtemps devant son établissement. Mais le cas de Martine Plante est différent. Franchement, son auto ne dérangeait personne. C'est pas comme si j'allais voler la place d'un résident du plateau Mont-Royal, par exemple, où je comprends que les places de stationnement sont difficiles à trouver ou des vignettes. Mais ici, la place, il y en a à volonté. Ce que nous avons découvert, c'est que la plainte ne concernait pas l'auto de Martine Plante, mais un autre véhicule sur sa rue. Alors, pourquoi a-t-elle reçu une contravention? Parce que lorsqu'un citoyen se plaint d'un véhicule sur la rue, toutes les autos du quadrilatère sont marquées. Oui, ça pourrait être pour un autre véhicule qui s'est plaint, mais par souci d'équité, à ce moment-là, on marque toute la rue là, pour que les citoyens qu'on soit équitable face à tous les citoyens. Si les véhicules marqués sont encore là 24 heures plus tard, paf, contravention. Alors, ça veut dire que la plainte, dans son cas, elle, n'était pas fondée? C'était plus de 24 heures. Lorsque le marquage a été fait, lorsque le véhicule a été marqué, exemple, s'il était à 14h15, le constat a été mis après, là, 14h15, le lendemain. Là, elle a été là plus de 24 heures. Donc, elle n'a vraiment pas été chanceuse, dans le fond. Elle n'a pas été chanceuse. Elle n'a pas été chanceuse. Elle s'est fait prendre dans le cadre d'une vérification d'infraction là, sur la rue. C'était peut-être pas la personne visée. Résumons. Pour son véhicule stationné depuis 26 heures, alors que personne ne s'en plaignait, Martine Plante doit payer 42 $. Et elle n'est pas la seule. 3 autres résidents du quadrilatère ont aussi reçu une contravention à la suite de l'opération. Est-ce que c'est pas un peu abusif dans un quartier comme ici d'appliquer un règlement comme ça, alors que même si madame laisse sa voiture ici 48 heures, ça dérange personne? C'est sûr que ça semble être une application qui est peut-être un petit peu forte du règlement, mais nous, sur plainte, on n'a pas la latitude de dire un endroit on l'applique, un endroit on ne l'applique pas, et un endroit on l'applique. C'est que si on a une plainte, on l'applique, ou également pour tout le monde, on a une plainte, on l'applique. Il faut tout de même savoir que l'an dernier, sur plus d'1 million de contraventions émises à Montréal, seulement 217 l'étaient pour stationnement de plus de 24 heures. N'empêche, Sébastien Tardif, lui, s'arrange pour ne plus se faire prendre. En fait, je reviens du travail, je vais porter mon sac à l'intérieur, je ressors, je prends mes clés, je tasse ma voiture, je me stationne à un autre endroit, puis je reviens à l'intérieur. Je fais ça tous les jours après le travail en revenant. Martine Plante, elle, trouve injuste d'avoir été traitée de cette façon et fait savoir qu'elle sera pointilleuse, elle aussi. Ici, il y a 3 places de stationnement. Donc, je pourrais être stationnée au centre. Puis là, pour respecter le règlement, il faudrait que je parte la voiture puis que j'avance d'1 mètre. Donc, j'ai déplacé ma voiture. Donc, théoriquement, vous respectez la loi. Ben oui. Si, par exemple, vous marquez le véhicule blanc qui est derrière nous, puis que je l'avance là, jusqu'ici, le véhicule blanc, théoriquement... il ne devrait pas être en infraction parce que l'adresse n'est pas la même, puis il a bougé. OK. Alors, c'est un peu... à ce moment-là, c'est de jouer un petit peu avec le règlement, là, puis c'est pas... les citoyens ne devraient pas faire ça parce que, ils se nuisent un peu, là. Madame Plante, je suis désolé. Cette contravention est incontestable. Un avocat et un juge nous l'ont confirmé. Mais, et c'est un secret que les avocats connaissent bien, vous pouvez toujours tenter de joindre le procureur de la Cour municipale et lui faire valoir que la situation est inéquitable pour vous. Cela dit, est-ce la même chose partout? Dans un autre arrondissement de Montréal, on procède plus doucement. Au lieu de coller automatiquement une contravention, on fait enquête sur un véhicule laissé au même endroit plus de 24 heures. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Plusieurs jeunes cherchent en ce moment un emploi d'été. Certains de ces emplois nécessitent une formation. Alors, vrai ou faux, l'employeur qui offre une formation de quelques jours avant qu'un jeune puisse occuper son emploi n'est pas obligé de le rémunérer pour cette période. La réponse après la pause.
la facture! Vrai ou faux? L'employeur qui offre une formation de quelques jours avant qu'un jeune puisse occuper son emploi n'est pas obligé de le rémunérer pour cette période. Faux. La loi québécoise sur les normes du travail prévoit que toute période d'entraînement, d'initiation ou d'essai doit être rémunérée. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet. Vous achetez un paquet de gomme au dépanneur. Vous achetez une paire de chaussures. Vous achetez un téléviseur. Très peu de gens savent ça, mais dans ces 3 cas, vous avez conclu un contrat. Et un contrat implique des obligations des 2 côtés. Votre obligation, c'est de verser la somme demandée pour le produit. L'obligation du commerçant, c'est de vous fournir en retour un produit qui soit à la hauteur, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser pour une durée raisonnable. Au Québec, c'est la loi. Mais comme vous allez le voir, les choses ne se passent pas toujours comme ça. Frédéric Surprenant Paulus vient jouer à son jeu vidéo favori sur sa Xbox 360 de Microsoft. Mais depuis quelque temps, sa console fonctionne mal. Il sait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne rende l'âme pour de bon. L'appareil a gelé. Encore une fois. Il faut le redémarrer. Je sais pas si ça va repartir comme dimanche. Je sais que déjà là, c'est vraiment plus long que d'habitude pour repartir la console. Non, ben... Justement, la nouille, elle repartira pas. Ah, pas les lumières? Ah non, c'est pas vrai! Ce que Frédéric redoutait vient d'arriver devant notre caméra. Les 3 lumières rouges clignotent. Il y aura un nom pour ça, je pense, hein? L'anneau de la mort. Honnêtement, c'est comme les joueurs ils appellent ça de même. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine est vraiment finie, elle marchera plus. Là. Si Frédéric connaît l'anneau de la mort, c'est parce que ce n'est pas sa première expérience. L'anneau vient de signer l'arrêt de mort de sa 3e console. Maintenant, il en a assez. 3 fois, il y a eu les limites, là. Ils ont dépassé. La mère de Frédéric croit, elle aussi, que la Xbox 360 souffre d'un problème de fiabilité. Moi, ce que je souhaite, ce serait premièrement obtenir un remboursement. Je veux plus de Microsoft, honnêtement. Ils devraient rester à ce qu'ils font, à faire des logiciels. Au moins, ça, c'est l'affaire qui marche. Ce qui pourrait être quand même intéressant aussi, ce serait de réussir à avoir une console qui soit neuve, là. Mon garçon m'en parlait depuis au moins 6 mois parce qu'il savait que ça allait sortir, puis lui, il est mordu de ça, fait qu'il en voulait une absolument. Nous sommes en novembre 2005. La toute nouvelle console de jeux vidéo de Microsoft arrive en magasin. Le moment choisi est parfait. La Xbox 360 est le cadeau qu'on s'arrachera à Noël. Il est difficile d'en trouver en magasin. C'est le 24 décembre au matin, on est rentré chez Future Shop. Il y avait là, une belle grosse pile, on était là à 9 h le matin, il y avait une grosse pile de consoles dans le coin. J'ai dit vite, saute dessus, prends-en une. Il est allé chercher une. Suzanne Paulus a payé 400 $ pour la console. Avec les accessoires et les taxes, ça se montait à 700 $. Oui, ça a été un beau Noël pour lui, effectivement. Il était vraiment content. Mais le plaisir n'a pas duré. Les Surprenants Paulus ont fait connaissance avec leur premier anneau de la mort avant le printemps 2006. La première console qu'on a eue a duré environ 2 mois avant de nous laisser tomber. La console était toujours sur la garantie. Ils l'ont donc remballée et retournée en Ontario. Microsoft a renvoyé une autre console. Pas une neuve, une remise à neuf. 6 mois plus tard, en novembre dernier, l'anneau de la mort frappe une 2e fois. Il retourne à nouveau la console à Microsoft. Frédéric se sera passé de sa console pendant près de 2 mois avant d'en recevoir une autre, une remise à neuf. C'est celle-là qui vient justement de rendre l'âme. On va envoyer réparer, puis là, quand elle va revenir, on va être rendu à notre 4e unité, là, un petit peu plus qu'1 an. Selon Suzanne Paulus, le produit n'est pas fiable. On s'en sert comme le fabricant demande de le faire. On fait tout ce qu'on peut là, pour que ça dure, mais le produit ne dure pas. Il semble qu'elle soit prise dans un cercle vicieux. Nous regrettons qu'elle ait dû passer 4 consoles, mais nous allons arranger ça. Chez Microsoft à Toronto, on regrette ce qui arrive. Mais Jason Anderson assure que ça ne met pas en cause la fiabilité des consoles.
Que ce soit pour la Xbox 360 ou l'original, le taux d'appareils défectueux est dans les normes de l'industrie. Microsoft affirme que la majorité des propriétaires d'Xbox 360 ont une console fiable. Néanmoins, sur Internet, la facture en a trouvé facilement plusieurs qui ont des problèmes. Bonjour, je m'appelle François Grimard, je suis de Chicoutimi, au Saguenay. Michael Chevrette, Berthierville. Jean-Charles Mathieu, Sherbrooke. Je suis rendu présentement à ma 3e console Xbox 360 morte, les 2 premières ayant une durée de vie approximative de 6 mois. La dernière que j'ai reçue il y a 3 mois est morte avant-hier. J'ai acheté ma première Xbox au mois de septembre, elle m'a pas duré 28 jours. La deuxième, elle m'a gelé après 6 mois, j'attends pour ma 3e Xbox. La console que j'ai présentement, je l'ai environ 5 fois en 2 jours il y a 3 semaines. Alors, je crois pas qu'elle va durer très longtemps, elle non plus. Alors, je m'attends à avoir une 4e console bientôt. Plusieurs de mes amis sont rendus à le 2e, à le 3e et même certains d'entre eux sont rendus à le 4e Xbox 360. Quand Microsoft dit que leur console a un taux de bris normal pour un appareil électronique, je les crois pas du tout. Mais cela n'ébranle pas Microsoft. Il y a énormément de gens qui possèdent des Xbox 360. Évidemment, il y a un petit pourcentage de ces gens qui ont des problèmes. Mais si vous cherchez à travers Internet, évidemment, vous avez l'impression qu'ils sont plus nombreux, parce qu'il y a quand même 10 millions de ces appareils en circulation sur le marché. Microsoft s'en tient donc à sa politique, c'est-à-dire remplacer les consoles défectueuses sous garantie par des consoles remises à neuf. C'est la norme dans l'industrie des appareils électroniques. Si un consommateur a un appareil défectueux, bien, il est remplacé par une console remise à neuf. J'ai quand même dépensé un bon montant pour ça, et puis on n'arrête pas de me renvoyer le citron de quelqu'un d'autre qu'on a retapé. Je veux dire, au moins, est-ce que je pourrais avoir une console neuve? La garantie actuelle spécifie que nous allons réparer les consoles, ou nous en enverrons une remise à neuf. On a quand même des droits, là. T'sais, on a une garantie légale ici, là, quand on achète un produit au Québec. Là. Eux autres, ils ont l'air de ne pas réaliser ça, là. La garantie légale est un article de loi qui dit qu'un bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Sinon, le vendeur ou le fabricant doit réparer, remplacer ou rembourser. En échangeant les consoles KO contre des remises à neuf, Microsoft respecte la loi. 8, 9, 10, it's over. You're out. Mais peut-elle remplacer à répétition indéfiniment? L'obligation du fabricant ou du commerçant, c'est de tenter de réparer l'appareil. Jean-Pierre Fafard, avocat spécialisé en droit de la consommation. Donc, ils le font, ils remplissent leur obligation. Mais en même temps, le consommateur, il y a des limites à accepter des réparations. Comme là, à mon point de vue, c'est déraisonnable qu'on ait 3 réparations à l'espace de 14 mois. Quand même, là, on a le droit d'avoir l'usage du produit qu'on a acheté pendant quand même un certain temps. La personne pourrait demander à la Cour des petites créances, après avoir envoyé une mise en demeure, soit au fabricant ou au commerçant, et de demander le remboursement de l'appareil en offrant de remettre l'appareil en question. En attendant, les surprenants Paulus donnent une autre chance à Microsoft et sa Xbox 360. Ils n'ont pas vraiment le choix. Ils ont acheté plusieurs accessoires et jeux qui deviendraient inutiles sans la console. Ils attendent donc une autre Xbox 360 remise à neuf. J'essaie d'être positive quand même dans tout ça. Je me dis, à un moment donné, il y a une limite à ma malchance, j'espère en tout cas. J'espère au moins qu'elle va marcher. Sauf que là, honnêtement, je fais plus confiance à ça. Déjà là, on dirait que juste marcher, c'est un gros exploit pour cette machine-là. La fin de l'histoire est à l'avenant. Microsoft a commencé par offrir à Mme Paulus une console neuve et une lettre d'excuse en guise de compensation pour sa mauvaise expérience. Mais une fois l'offre faite, Mme Paulus n'en a plus entendu parler. Microsoft a fini par lui envoyer une 4e Xbox remise à neuf. 1 mois plus tard, elle fonctionne toujours. À la facture la semaine prochaine. Elle se coupe les doigts. Pour son assurance, ce n'est pas assez. Elle aurait dû les couper jusque-là. J'étais insulté. C'est le mot. Insulté.
Pour joindre la facture, de Montréal, faites le 514-790-2636. Si vous nous appelez de l'extérieur de la région de Montréal, composez le 1-800-790-2636. Nous avons aussi une adresse Internet. La question de la semaine maintenant. Vous êtes salarié. Avec vos économies, vous achetez un duplex dont vous voulez louer les 2 logements. Mais avant de les offrir à des locataires, il y a de menus travaux à faire et surtout, rafraîchir la peinture. Avez-vous le droit de faire les travaux vous-même? C'est ma place, hein? Chez moi, je peux faire tout ce que je veux. Si moi, je peux faire le travail moi-même, pourquoi pas? Comme propriétaire, bien entendu. Moi, je suis le propriétaire et c'est moi qui fais les travaux, je dirais oui. Oui, je pense que oui. C'est moi qui ai acheté une maison. Oui, aucun doute. Si c'est des menus travaux, je pense qu'on peut le faire. La réponse à notre question, tenez-vous bien, vous n'avez pas le droit de faire vous-même les menus travaux dans vos logements locatifs. La Commission de la construction du Québec considère votre duplex comme une entreprise commerciale au même titre qu'une grande entreprise qui gère plusieurs immeubles. La loi vous oblige donc à engager des personnes détenant des cartes de compétences pour tout faire, y compris rafraîchir la peinture. Mais si vous habitez un des logements, vous pouvez y faire vous-même les travaux. Vous pouvez aussi les faire si vous vivez des revenus de votre immeuble. Voilà, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une très bonne semaine. C'est étonnant. C'est pratique courante à Montréal que les propriétaires font ça. Ben, je peux comprendre l'électricité ou bien des choses spécifiques, mais la peinture, des choses bases, même avec ça. Wow. Il y a un couple qui s'achète un duplex ou un triplex et qu'ils ont juste ça. En quelque part, je trouve ça ridicule. Pourquoi je irais payer plus cher en engageant d'autres personnes? Parce que c'est la loi qui dit ça, finalement? Non, j'ai la misère avec ça. Là. Je pense qu'on devrait qualifier le type de travaux. On ne devrait pas tout mettre dans le même ensemble. C'est quand même assez cher pour payer un contracteur, surtout si c'est des petits jobs que n'importe qui peut faire. Là. C'est pas correct. Trouve l'argent, Bertrand. Une balle de fusil à vite perdu. La révolte de Bertrand. Okay, tu veux venir, mais viens. On va t'en faire une balle de fusil perdu, moi. Mais un fusil, moi aussi.